Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence pour les personnes en détresse, mais aussi pour leurs proches et aussi pour tout le monde. Parce que la détresse, la prévention du suicide, l'accompagnement, le soutien aux personnes, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc, c'est une activité que je tiens à offrir avec vous cet après-midi pour pouvoir vous outiller, vous donner peut-être quelques informations, quelques connaissances, quelques outils pour pouvoir vous aider vous-même si vous vivez un moment difficile, mais aussi pour aider les personnes, tout le monde, qui éventuellement pourrait recevoir les confidences d'une personne qui ne va pas bien en ce moment. Donc, comment on fait? Comment on fait quand quelqu'un va pas bien? C'est quoi de vraiment aider quelqu'un? C'est quoi qui est plein de bonne volonté, mais qui n'est pas d'aider quelqu'un? On va voir ça ensemble cet après-midi. Donc, vous avez vu dans la description de l'activité, j'ai appelé ça une conférence. Euh, il va y avoir de l'info, mais vraiment, ça va être très, très informatif aussi, interactif, j'espère. Si vous avez des questions, comme d'habitude, pour les personnes qui me suivent sur ma page Vivre à coup de cœur, vous savez que vous pouvez poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de tabou. Il y a beaucoup d'entraide sur la page ici. Il faut savoir aussi que moi, je suis intervenante sociale depuis bientôt 25 ans, donc depuis 97, et j'accompagne les personnes et les proches depuis tout ce temps-là. Donc, vraiment, si vous avez besoin de soutien, d'informations, vous êtes à la bonne place pour tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Je vois Muriel qui est avec nous. Bonjour Muriel. Euh, Très, très, très heureuse d'être avec vous. Je vais vous partager tout ce que j'ai de mieux pour pouvoir aider les personnes. Je vais vous partager aussi les considérations qui est important d'avoir pour bien comprendre comment ça fonctionne, un filet de sécurité sociale. Et je vous partage tout ça vraiment de bonté de cœur, généreusement, parce que je crois que c'est de l'information qui devrait être pour tout le monde. C'est sûr que en à peu près une heure, on n'aura pas nécessairement le temps d'aller en profondeur dans chacun des sujets, mais vraiment, vous allez avoir vraiment une bonne base pour pouvoir mieux vous comprendre vous-même, mieux comprendre les personnes autour de vous. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment aider beaucoup. Je vous invite à partager la vidéo. Donc, c'est sûr que si vous êtes une personne en ce moment qui vivez une situation de stress intense, vous êtes débordé, vous êtes épuisé, vous avez peut-être même les idées noires, vous voyez pas d'issue, vous savez pas quoi faire, ou même que vous êtes proche, vous êtes le proche d'une personne qui se sent comme ça. Ça se peut que vous vous sentiez impuissant devant cette situation-là. Ça se peut que vous vous sentiez maladroit, mal outillé dans les deux cas. Dans le premier cas, peut-être que vous vous sentez maladroit, mal outillé pour savoir comment aborder, comment parler à quelqu'un de comment je me sens, par où je commence, par quel bout je commence. C'est pas facile quand les émotions sont là. Puis dans un autre sens, peut-être que en tant que proche, vous-même, vous vous sentez maladroit, mal outillé pour savoir comment écouter quelqu'un qui va vous parler de son état qui va pas bien. Comment je fais ça? Donc, ça peut être intéressant pour vous. Il faut savoir d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que chaque personne a son histoire. Chaque personne a ses perceptions. Chaque personne va vivre les conséquences différentes de différents choix. On ne vit pas tous la même chose. C'est pas vrai quand on dit ah, moi aussi j'ai déjà vécu ça. Minute. Faut être prudent. Il y a des choses qu'on dit parce qu'on veut essayer de se rapprocher de la personne, lui montrer qu'elle n'est pas seule, qu'il y a de l'espoir. C'est bien, les intentions sont merveilleuses, mais il n'y a pas deux situations sur la Terre qui sont pareilles. Il n'y a pas deux, deux états d'âme qui sont les mêmes. Donc, il faut être prudent avec nos mots aussi parce que si on a une personne qui est en détresse autour de nous, on veut être en mesure de créer cet espace-là où est-ce que la personne se sent
à l'aise, en sécurité, de pouvoir se dire sans jugement, sans se faire dire quoi faire, sans se faire donner des conseils, sans avoir une marche à suivre, sans se faire comparer son histoire avec l'histoire de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de ça quand on va pas bien. Pourtant, c'est le réflexe qu'on a en tant que personne proche de vouloir rassurer, réconforter, dire ça va bien aller avec l'arc-en-ciel, euh, de vraiment essayer de changer les idées de la personne. C'est pas de ça qu'elle a besoin. C'est pour ça que c'est tellement important de faire des activités comme on fait cet après-midi. Donc, il faut savoir que chaque personne, chaque expérience, chaque détresse, chaque conséquence, chaque réponse, chaque solution va être unique à chaque personne. Donc, si quelqu'un a besoin de parler, vous allez écouter. That's it. C'est pas facile. Parce que dans votre tête, là, ça tourne, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous êtes inquiet. Je respire puis j'écoute. Première chose à faire. Une personne a besoin de parler, je l'écoute. Comment on fait ça? Pourquoi on fait ça? On va voir ça cet après-midi. Et j'ai envie de vous dire, je vous ai dit que ça allait durer 1 heure. Ça va durer le temps qu'il faut pour pouvoir faire le tour de la question et vous outiller comme il faut. Donc, on s'installe confortablement. Verre d'eau, tasse de café, peu importe, la petite couverture. Installez-vous confortablement. On commence. Cette semaine, c'est la semaine de la prévention du suicide. Donc, c'est super important d'ouvrir la discussion, de briser les tabous, de briser le silence et d'outiller les gens. OK? On donne plein d'informations, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne sait pas. Moi, cet après-midi, j'embarque là-dedans avec vous. Donc, vous allez prendre ce qui vous convient. Vous allez recevoir. Vous allez voir à travers vos filtres, à travers votre ressenti, qu'est-ce qui vous convient. Vous allez prendre ça. Puis qu'est-ce qui ne vous convient pas, bien, vous allez le laisser de côté. C'est correct, c'est pas grave. Vous allez voir qu'est-ce qui résonne en vous et vous allez, à tête reposée, peut-être plus tard dans les prochaines heures, les prochains jours, allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça veut dire pour vous, puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. OK? C'est un work in progress. Donc, la première chose à savoir, c'est que la détresse, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est pas comme paf, il est arrivé quelque chose, je suis en crise, je suis en détresse. Il y a des éléments, OK? Il y a différentes choses. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la détresse, c'est une question de perception. C'est pour ça que je vous dis c'est unique, c'est personnel. C'est ma perception que j'ai un problème en ce moment. 2 personnes vivraient la même situation, il y en a une, pas grave, ou je m'en occuperai plus tard, ou c'est pas important, ça va s'arranger tout seul. Elle pense même pas, elle dort toute la nuit, pas de problème. Une autre personne, c'est gros. Okay? C'est de la perception, c'est nos expériences passées, c'est nos blessures qui sont activées ou pas activées, c'est notre personnalité, c'est tout plein de différentes choses qui font que c'est grave pour moi ou pas. Okay? Donc ça, c'est la première chose, c'est la perception des problèmes, des difficultés qu'on a. L'autre chose, c'est la perception, encore une fois, de l'accumulation. L'accumulation puis l'intensification, de dire j'ai un problème, OK, c'est pas facile, j'ai ça, mais je vais le régler. J'ai 99 problèmes, c'est immense, là. Là, c'est la montagne. Donc, ma perception, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un problème par-dessus un autre, puis par-dessus un autre, puis ça n'arrête pas, puis la vie, elle me lâche pas, puis ça va-tu finir un jour? Vous voyez la différence? L'intensité de cette perception-là joue beaucoup. Donc, la première étape dans la détresse, c'est pas la crise, c'est pas la détresse tout de suite. La première étape, là, c'est les préoccupations. C'est ce qui te dérange un peu. C'est ce qui te fatigue. C'est aussi le stress.
Hein, le stress, tout le monde en vit du stress. OK? Donc, la première étape de la détresse, c'est je vis du stress, je suis préoccupée par des affaires. Et si j'arrive pas à trouver une solution, à régler cette chose-là de façon convenable pour moi, OK, personnellement, que moi je trouve ça correct, ben là, ça peut monter, OK, en intensification parce qu'on a l'impression que ce problème-là, cette chose-là, qui est petit pour commencer, mais c'est fatigant, c'est stressant, ça prend de l'ampleur. Le plus que ça reste là, puis même si on le met de côté, puis on essaye de le cacher, puis on essaye de travailler plus, de boire de l'alcool, d'essayer d'oublier de différentes façons, ça reste là pareil, puis ça grandit. C'est vivant, cette affaire-là. OK? Donc, ça grandit en soi, ça prend de plus en plus de place. Puis à un moment donné, on se rend compte que on est plus que stressé. Là, on est plus que préoccupé, on est en détresse. En détresse, là, ça veut dire ça va vraiment pas. Là, je mange plus, je dors plus, ou je dors tout le temps, puis je mange trop. Je fais des choses qui sont malsaines, qui vont à l'encontre de mon bien-être, dans le fond, parce que je ne sais plus quoi faire pour gérer cette situation-là. Je suis en détresse, j'ai des comportements, j'ai des paroles, des fois qui peuvent être blessantes envers les autres, envers moi-même. J'ai pas la même façon de voir les choses, je suis peut-être plus négative. Tu sais, je vais avoir des comportements peut-être qui sont toxiques pour moi, mais ils vont être intensifiés parce que là, je vais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. OK? Puis si ça continue, hein, là, on est dans une flèche qui monte, là. On s'en va vers vraiment la crise. Si on continue d'être en détresse, qu'on n'arrive pas à dénouer la situation, qu'on n'arrive pas à trouver une solution qui nous convient à nous, bien là, ça se peut qu'on arrive en crise. En crise, c'est quoi? En crise, là, il n'y en a plus de ça. On réfléchit plus, là, c'est de l'émotion pure. C'est de l'émotion pure qui nous dit que vraiment, là, ça suffit, ça va faire. Je peux pas vivre comme ça longtemps, là. Ça marchera pas, là. Moi, je peux pas vivre de même. OK? Donc, c'est là que peut-être la personne, elle va avoir justement peut-être des comportements au travail, elle va crier après son patron, elle va faire des choses complètement qui sortent de l'ordinaire pour elle. Les proches vont faire comme Hi! Que se passait-il? C'est important qu'est-ce qui arrive là. Tu sais, en bon québécois, on dit une personne qui va péter sa coche, là, pouf, que le presto, il a sauté, puis que rien ne va plus, là. Cette personne-là est en crise. La crise, c'est... On est rendu loin dans la détresse, là. C'est pas facile à vivre. Puis, il faut savoir que même en crise, la personne cherche encore des solutions. Elle va encore essayer des choses, elle va cogner à des portes, elle va essayer différentes choses pour essayer de s'aider. Elle est encore là-dedans. On va arriver à la crise suicidaire quand la personne ne voit qu'une solution. Quand la personne a la perception. C'est une perception personnelle. Quand elle croit qu'elle a tout essayé, qu'il n'y a pas d'autres options, là, elle est en crise suicidaire. Puis un peu comme, je ne sais pas si vous avez écouté les entrevues que j'ai faites cette semaine, les entretiens avec Sophie et Muriel, mardi et mercredi. Mais comme Sophie nous disait, la personne qui est en crise suicidaire, là, elle ne fait pas ça contre vous parce qu'elle ne vous aime pas, parce que elle a pensé à vous puis elle s'en fout. Non, elle n'a même pas pensé à vous, là. C'est de la souffrance pure et simple, puis il faut que ça arrête. OK? Donc, moi, je trouve ça important de vous mentionner ce processus de détresse-là qui monte parce que on n'est pas obligé d'attendre d'être rendu là avant de dire quelque chose soi-même, de dire que je vais pas bien, ou d'aller voir notre proche puis dire Hey, t'as de l'air stressé, je trouve que tu dors moins bien, est-ce que ça va? Tu sais, on peut y aller là au début, préoccupation, stress, les petites affaires qui nous fatiguent, pour pas que ça devienne une montagne. C'est super important de bien comprendre ça, que ça commence avec des petites choses. Si vous êtes stressé, ça ne veut pas dire que vous allez être en crise suicidaire dans 6 mois. C'est pas ça que je vous dis.
je vous dis que quand vous avez des éléments de stress, quand vous avez des éléments d'inquiétude, de préoccupation, pourquoi ne pas les regarder tout de suite? Pourquoi ne pas les accueillir et essayer de voir qu'est-ce que je peux faire tout de suite quand il est comme ça, avant d'attendre qu'il est rendu gros de même, puis qu'il prenne toute la place, puis que je ne vois plus rien. Donc, c'est super important de bien comprendre ce processus-là pour pouvoir arriver au début, puis dire, OK, tu sais, je vais vous donner un exemple. Habituellement, en général, les gens se connaissent quand même pas pire bien. Hein? Vous savez combien d'heures que vous dormez par nuit à peu près. Vous savez c'est quoi votre appétit normal. Vous savez aussi comment vous vous sentez normalement. Mais quand vous voyez des changements là-dedans, il me semble que je dors moins bien depuis une semaine. C'est là qu'on va agir. C'est quoi qui me fatigue? C'est quoi les préoccupations que j'ai? C'est quoi qui me dérange là? Pour les accueillir, les voir et agir dessus avant qu'ils deviennent immenses puis qu'ils prennent toute la place. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Puis il faut savoir que, comme je vous disais tantôt, le stress, tout le monde en a. Tout le monde est stressé. La vie, elle va vite, là. OK? La vie, elle va vite. Il y a tout le temps quelqu'un qui veut quelque chose. Il y a tout le temps quelqu'un qui a demandé quelque chose pour avant-hier. Il y a des échéances qui s'en viennent. Il y a des projets qu'on aimerait réaliser. Tu sais, on vit des choses, on vit des émotions, on vit des situations dans nos relations, on vit des événements dans notre vie qui font que on vit des stress. C'est normal, OK? Mais faut faire attention, il faut être très prudent pour ne pas rentrer dans le fait de minimiser les choses, OK? Souvent, les gens vont prêter très peu d'attention aux préoccupations qu'ils ont, au stress, en disant, bof, ça va passer comme d'habitude, ou j'en ai vu d'autres, hein? Ça va être correct, j'ai déjà vécu pire que ça va aller. C'est quoi ça? J'ai déjà vécu pire que ça. Pourquoi on compare, là? Je suis pas bien, je suis pas bien. Point. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Puis de prendre le temps, de prendre l'énergie, de penser à ça, puis d'essayer d'arranger cette petite chose-là qui me dérange avant qu'elle explose en quelque chose de gros. Donc, on devrait s'occuper de toutes les petites préoccupations qu'on a, de tous les stress qu'on a, pour ne pas qu'elles deviennent une montagne au fil du temps, puis que ça devienne de plus en plus difficile à gérer. Parce que vous savez que dans le temps, une préoccupation qu'on ne règle pas, ça peut devenir énergivore, là. OK? Une petite affaire qui est juste comme de passage, puis vous dites, ah, mais c'est pas fameux ça, va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Ben, 3 semaines plus tard, peut-être ça va vous réveiller la nuit. Hé, il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Puis ça va déranger votre sommeil. Donc, il n'y a rien qui se règle par hasard, là. C'est des choix, c'est des décisions, c'est de faire des gestes maintenant quand c'est relativement petit. Donc, moi, je rencontre tellement de personnes en consultation qui vont dire, je veux pas déranger mes proches, je veux pas déranger les gens. C'est petit, je veux pas les déranger avec ça. Déranger avec ça aujourd'hui, avant d'arriver avec une affaire gros de même que personne ne sait quoi faire avec, ce n'est pas de déranger. Vous êtes en relation avec des personnes, puis je vous souhaite de tout cœur, et j'espère pour vous que vos relations sont saines, sont d'une sincérité et d'une bienveillance réciproque, que si vous arrivez vers quelqu'un puis vous dites je vis quelque chose de pas facile, qui est gros comme ça pour l'instant, bien que la personne, elle va dire viens, on va s'asseoir, on va regarder ça, puis ça va te faire du bien d'en parler, puis peut-être que ça va aider. On n'est pas obligé d'attendre qu'on ait une liste de choses qui vont pas bien ou d'attendre d'avoir vraiment un gros nœud, là. On peut y aller au fur et à mesure. C'est super important pour la santé mentale et la prévention de la détresse. Donc, n'hésitez pas, même si vous trouvez ça petit, d'aller voir quelqu'un. OK? Très important. C'est beaucoup mieux de demander de l'aide, d'agir et de demander de l'aide que d'ignorer la chose et se laisser gruger à l'intérieur. OK? Puis je sais que vous comprenez, on a tous déjà vécu ça. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens.
faut savoir aussi, dans cette rencontre-là, j'ai envie de vous dire que il y a différentes façons de réagir. Peut-être que ce qui est petit pour vous, c'est immense pour quelqu'un d'autre. Puis je vous l'ai dit tantôt, faudrait en tant que société aujourd'hui là, qu'on lâche la comparaison. Là. Ça donne rien. Il n'y a rien de bon là-dedans. OK? Deux personnes différentes peuvent vivre une séparation puis perdre la garde de leurs enfants et de vivre ça de façon très différente. Deux personnes ont tout perdu dans un incendie et réagissent de façon très différente. Deux personnes viennent de se faire donner un diagnostic grave puis vont réagir de façon différente. Deux personnes sont en deuil d'un être cher et vont réagir de façon différente. Il n'y a pas de petits et de gros problèmes. Il y a comment moi je vois la situation. Puis il n'y a personne qui peut me dire que j'ai raison, j'ai tort. Je le sens comme ça, je le vis comme ça, mon expérience est comme ça. Un peu d'empathie, de bienveillance, et je vais pouvoir accompagner la personne à travers ce moment-là, même si vous ne comprenez pas. Même si pour vous, vous dites, hey, je ne comprends pas pourquoi c'est un big deal. Mais manifestement, c'est un big deal pour cette personne-là, donc je vais être là pour elle. C'est ça de l'amitié, de l'empathie, de la bienveillance. C'est ça aussi que des fois on a perdu parce qu'on a tendance à évaluer, à juger. À juger, c'est-tu vraiment important ce qu'elle me dit là? Si elle te le dit, c'est important. Point. Donc, il faut être prudent avec ça, puis il faut savoir que là, peut-être que vous vous posez la question, mais ils vivent la même chose. Pourquoi ils vivent différemment? Pourquoi ils ont l'expérience différente de leur réaction quand ils vivent la même chose? Premièrement, ils ne vivent pas la même chose. Je vous l'ai dit tantôt, si par exemple, il y a une personne autour de vous qui va pas bien, puis qui dit, moi là, ça va vraiment pas bien, j'ai plus de raison de vivre parce que je vais me divorcer, puis j'aurai plus mes enfants, puis mes enfants, c'est ma raison de vivre, puis si je les ai plus, j'ai plus de raison d'être ici. Puis si vous, vous dites, ah, inquiète-toi pas, moi je l'ai déjà vécu, là, je me suis divorcée, j'ai pas eu mes enfants pendant 3 ans, mais après ça, je les ai re-eus, puis ça va bien maintenant, tu vas voir, ça va bien aller. C'est quoi ça? Vous n'avez pas écouté la personne. Puis je veux pas être dur envers vous. Je veux pas être dur envers vous, c'est que je veux qu'on comprenne à travers des exemples concrets que quand on pense qu'on aide, des fois on n'aide pas. OK? On vient de minimiser la souffrance et la douleur d'une personne qui a une perception, qui a une façon de voir les choses, qui est peut-être différente de la vôtre. Puis si vous dites, par exemple, dans cette situation-là, tu sais, moi, j'ai fait appel à telle personne, puis j'ai commencé à faire du yoga, puis j'ai commencé à prendre soin de moi, puis ça m'a fait du bien. Je vais te donner le numéro de téléphone de mon cours de yoga. Peut-être qu'elle aille ça, le yoga. Votre solution, votre réponse n'est pas nécessairement celle des autres. C'est pour ça que je vous ramène toujours, puis les personnes qui viennent dans mes formations, dans mes ateliers, ils savent, je vous ramène toujours à la base. Une personne veut parler, écoutez. Vous n'avez pas à trouver des solutions. Soyez présent, accueillez, écoutez cette personne-là dans ce qu'elle vous dit, même si vous n'auriez pas réagi de la même façon, même si vous ne comprenez pas nécessairement. Accueillez, écoutez. Mais pour répondre à la question que sûrement vous vous posez, parce que je la trouve légitime, la question, pourquoi les personnes réagissent de façon différente? On l'a vu tantôt. On n'a pas les mêmes expériences, les mêmes perceptions, mais je vais aller plus loin que ça. Puis là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir avoir papier, crayon. Je ne sais pas. Mais installez-vous comme vous voulez. Au pire, vous pouvez revenir dans la vidéo plus tard. Mais je vais vous parler des facteurs de protection et des facteurs de vulnérabilité. Qu'est-ce qui fait que deux personnes réagissent différemment? Les facteurs de protection qui font qu'une personne va avoir peut-être plus tendance, elle peut être en crise des fois, mais en général, la personne va avoir plus tendance vers l'espoir, la résilience. C'est une personne qui est bien entourée. Une personne qui peut parler à quelqu'un. Okay? Une personne qui se sent bien entourée, qui a un sentiment d'appartenance avec des personnes, puis pas bien entourée de n'importe qui, là.
bien entouré de personnes saines où est-ce qu'il y a une bienveillance et une amitié réciproque. Donc ça, c'est un facteur de protection qui va aider à passer à travers les moments difficiles. D'autres choses, est-ce que la personne sent qu'elle a du soutien? Vous pouvez être trois autour de la personne à lui dire quoi faire, puis qu'elle ne se sente pas soutenue, parce qu'elle n'a pas besoin de conseils. Elle n'a pas besoin de se faire dire quoi faire. Donc, c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un quoi faire ou qu'on conseille qu'on est en train de la soutenir. Est-ce que la personne se sent soutenue de la façon qu'elle, elle a besoin d'être soutenue? Ça implique qu'on lui pose la question. De quoi tu as besoin de moi maintenant? OK? De ne pas deviner. Donc, est-ce que la personne se sent soutenue? Est-ce que la personne se sent en sécurité? Son sentiment de sécurité personnelle, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est bien ancré, ce sentiment de sécurité-là? Ça va aider une personne à passer à travers les moments difficiles. Autre chose, une bonne estime de soi. L'estime de soi, c'est différent de la confiance en soi. L'estime de soi, là, c'est estimer, c'est la valeur. J'ai de la valeur. Je ne suis pas en train de gaspiller de l'air sur la terre ici, là, ou de prendre la place à quelqu'un d'autre qui a plus de valeur que moi. Non, j'ai de la valeur, je suis ici, j'ai de la valeur, j'ai quelque chose à offrir, je contribue, j'ai une bonne estime de moi. OK? Ça, c'est super important. Les habiletés sociales, donc d'être capable de s'affirmer, d'exprimer qu'est-ce qu'on vit, de savoir qui aller voir pour avoir de l'aide, de savoir quand demander de l'aide, toutes ces habiletés sociales-là, capacité de connaissance de soi, d'être capable de nommer, pas nécessairement nommer exactement ce qu'on vit, mais juste le fait de dire je ne suis pas bien. Une habileté sociale extraordinaire en ce moment qui est très très rare, c'est par exemple quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui dit Hey, bonjour, comment ça va? Puis de ne pas répondre Ça va de façon automatique. Une habileté sociale importante, c'est de recevoir Hey, comment ça va? Et de prendre la question, de regarder à l'intérieur et de dire Ah, bonne question, comment je vais? Puis de dire, d'affirmer la vérité que je vis à ce moment-là. Ça, c'est une bonne habileté sociale à pratiquer. L'autre chose, c'est la résilience qui va aider, j'en ai parlé tantôt, et les saines habitudes de vie. Là, je ne vous mettrai pas à l'écran une image de la pyramide de Maslow, je suis sûre que vous l'avez déjà vue, sinon vous pourrez demander à Google. Mais les saines habitudes de vie, ben, si on y va dans les étapes, c'est d'avoir un logis, un toit sur la tête, chauffé, éclairé, manger, dormir, boire de l'eau, de toutes ces saines habitudes de vie-là qui sont en place et qui vont aider à créer une routine dans les moments où est-ce que ça va moins bien. Quand ça brasse autour et ça va pas bien, le fait d'avoir une routine d'hygiène, routine de vie, bien, ça va aider. Pourquoi, dans certaines situations, deux personnes vivent la même chose, et quelqu'un d'autre ne va pas bien, OK? Va vivre du stress par rapport à ça, va être en crise. La première chose qu'il faut savoir, c'est au niveau de la santé mentale. Si tu es déjà en dépression, si tu es déjà anxieux, si tu as un diagnostic quelconque, tu as déjà quelque chose au niveau de la santé mentale qui est un défi, OK, déjà à tous les jours, puis ça va bien parce que tu arrives à gérer, puis ça va bien, puis tu sais, mais dans une situation, pouf, qui arrive, mais là, ça se peut que ça puisse déstabiliser un petit peu le sentiment de sécurité. Donc, vous pourriez vivre de l'insécurité dans ces moments-là. Un autre facteur de vulnérabilité, ben, c'est les dépendances. Les dépendances à l'alcool, la toxicomanie, dépendance affective. Si votre vie repose sur une relation avec une personne, puis que cette personne-là, un jour, est plus là, si vous avez une dépendance affective, là, ça peut être la crise. Pour une autre personne, ça serait Ah, il n'est plus là, j'ai de la peine, mais je vais survivre, ça va être correct. J'étais correct avant, je vais être correct après. Puis une autre personne, ça va être la fin du monde. Parce que peut-être il y a une dépendance affective. Donc ça, c'est un facteur de vulnérabilité. La faible estime de soi. L'isolement. L'isolement, le fait de ne pas avoir des personnes
à qui je peux parler. Puis comme je vous disais tantôt, il peut y avoir 12 personnes autour de moi là, qui me font des câlins, puis qui disent qu'ils m'aiment, puis qui... Mais que moi, si moi je me sens seule autour de ces 12 personnes-là, c'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est comment je me sens. Donc si je me sens seule, si je me sens isolée, ça peut être un facteur de vulnérabilité, peu importe combien de personnes autour de moi. C'est un sentiment intérieur. Et comme on disait tantôt, un autre facteur de vulnérabilité, ben, c'est les habitudes de vie malsaines. Tu sais, si vous n'avez pas les meilleures habitudes, si vous ne dormez pas assez la nuit, si, je ne sais pas, on parlait de dépendance tantôt, si vous ne bougez pas jamais, vous ne vous levez pas de votre divan, vous avez pas, votre corps n'est pas en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, hein? Vous s'accrochez à la vie, je l'ai dit toute la semaine, ça. Donc, il y a des habitudes de vie qui nous accrochent à la vie. Puis il y en a d'autres qu'on se sent un petit peu peut-être à la dérive, puis on se laisse flotter. Puis là, ben, c'est plus difficile de se sentir vraiment ancré dans sa vie. Donc ça, c'est important de le savoir. Puis il faut savoir que une situation de crise, une personne qui est en crise, comme je disais tantôt, là, qui pète sa coche, là, puis que rien ne va plus, puis ça suffit, puis j'en peux plus, puis je peux plus vivre de même, OK? Il faut qu'il se passe quelque chose maintenant, puis là, elle va essayer plein d'affaires, elle va essayer plein de solutions, elle va cogner à plein de portes parce qu'elle est en crise, puis il faut qu'elle règle ça. Ben, il faut savoir que la situation de crise va arriver quand la personne va avoir l'impression, encore là, c'est une perception. La personne va dire, là, j'ai tout essayé. Tous les outils que j'ai dans mon coffre, je les ai essayés. Toutes les personnes que je connais, que je pense qui peuvent m'aider, je les ai appelées. Tous les organismes, je suis allée les voir. J'ai essayé de mieux dormir, j'ai essayé de mieux manger, j'ai essayé de plus bouger. Là, toutes les solutions que j'avais, je les ai essayées, puis ça marche pas. C'est là la crise. Parce que la personne se dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en ai plus d'idées, je sais plus quoi faire. Puis là, les émotions vont monter, puis c'est là qu'on oublie qu'on n'est pas obligé de régler ça toute seule. Il y a peut-être quelqu'un qui a une idée à quelque part que vous n'avez pas nécessairement pensé. Puis je le dis toujours, ça fait longtemps que j'accompagne des personnes en détresse, puis arrête jamais de cogner aux portes, arrête jamais d'appeler les gens, même si tu penses que tu es fatigant puis qu'ils sont tannés de t'entendre, continue. Il faut s'accrocher à la vie, ce qu'il faut pour être en vie, mais pas à n'importe quel prix, parce que je sais que les personnes qui souffrent, c'est pas drôle de souffrir, puis tu veux arrêter la souffrance. OK? Mais ce qu'on veut, c'est s'accrocher à la vie puis de trouver une solution pour vivre sans souffrance. Puis on va chercher jusqu'à temps qu'on la trouve. Puis que ce ne soit pas de s'enlever la vie, parce que ce n'est pas une solution. C'est ça qui est vraiment le... Imaginez comment c'est gros puis c'est lourd. Tu cherches à sauver ta vie, là. C'est immense. Puis ces personnes-là sont tellement, tellement courageuses. Tu sais, je pense à vous, je pense à moi dans des moments vraiment difficiles où est-ce que tu te sens totalement démuni, mal outillé, tu te sens comme un moins que rien parce que tu n'es pas capable de régler cette affaire-là. Mais en fait, tu es tellement courageux parce que t'arrêtes pas de chercher, t'arrêtes pas d'essayer de créer des opportunités, t'arrêtes pas d'aller voir du monde. C'est ça qu'il faut faire. C'est incroyable d'être devant une souffrance comme ça, puis de chercher à vivre, de chercher des solutions. C'est incroyable. Donc, il faut se rappeler de ça. Puis, si une personne autour de vous vit des moments difficiles, faut pas nécessairement avoir peur qu'elle tombe en crise ou qu'elle s'enlève la vie automatiquement. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Ce qu'on veut faire, c'est prévenir. Ce qu'on veut faire, c'est... Tu sais, souvent, on va vouloir régler les problèmes, aider la personne et donner des conseils.
Mais là, on regarde le bobo. OK? Moi, si je vous dis, on va essayer d'ajouter de la vitalité, on va essayer d'ajouter du bien-être, on va essayer d'ajouter du confort, de la sécurité, du soutien, pour que dans la balance, peut-être que le problème va rester là, mais que la personne va aller ajouter dans ses facteurs de protection. Puis là, on va l'aider. Donc, c'est quelque chose qui est important de regarder aussi. Je regarde aussi les commentaires en même temps parce que vous savez, comme d'habitude, vous laissez des commentaires pour pouvoir aider les autres personnes dans leurs réflexions, mais aussi pour vous aider vous-même dans vos réflexions. C'est vraiment intéressant de pouvoir vivre cette entraide-là à tout moment, tout le temps. Euh, pour poursuivre, j'avais envie de vous parler, là je sais que j'ai des gens de partout en francophonie qui suivent la page. Pour l'instant, j'ai les chiffres pour Québec, OK, où est-ce que moi je suis, mais c'est important qu'on puisse avoir un portrait de la détresse dans notre région. Donc, je vous invite à aller fouiner, à aller fouiller sur Internet pour voir si vous pouvez trouver vos propres informations aussi dans votre coin, parce que c'est important de bien comprendre que la détresse, même si elle est cachée, même si elle est taboue, puis qu'on n'en parle pas, ça existe. Donc, les dernières données au Québec viennent de 2016. Ça fait quand même un bout de temps. Là, avec la pandémie, le confinement, tout ça, je m'attends à ce que les prochaines données, j'espère qu'elles vont sortir bientôt, je m'attends à des petits changements. Mais pour l'instant, ce que je peux vous donner au Québec, en date de 2016, il y avait 1128 personnes qui étaient décédées par suicide au Québec, OK, par année. Donc, 833 hommes et 295 femmes, ça veut dire 3 fois plus d'hommes que de femmes qui s'enlèvent la vie. Environ 30 000 personnes par année au Québec font des tentatives de suicide. Puis une tentative, c'est vraiment pas pour avoir de l'attention. Ça, il faut s'enlever ça de la tête, là. Une tentative, là, de suicide, c'est une souffrance. Il n'y a personne qui va bien qui penserait faire ça. OK? De se faire du mal, non. Faut sortir ça de la tête. Une personne qui fait une tentative de suicide est en souffrance et c'est un signe gros de même, immense, que cette personne-là a besoin d'aide et a besoin de vous et a besoin de soutien professionnel et autres. Ça, c'est clair. Il faut savoir aussi, là, je vous fais le décompte un peu, chaque jour au Québec, en 24 heures, 3 à 4 personnes s'enlèvent la vie. C'est bien trop. Ça n'a aucun bon sens. C'est faut absolument que la santé mentale et la détresse soient la priorité dans notre société. C'est trop important. On ne peut pas laisser nos voisins, notre famille, nos collègues tomber comme des mouches. Ça n'a pas d'allure. Non. Autre donnée qu'il faut savoir, c'est que, parce qu'il y a souvent des personnes qui me demandent au niveau des âges, les âges des personnes, OK? Parce que souvent, on a des préjugés, il y a des stéréotypes. Donc, je peux vous dire, moi, en date de 2016, OK? Ce qui est clair, parce que c'est pas tout le temps clair, c'est pas tous les décès qu'on peut savoir si c'était un suicide ou pas. C'est pas tout le temps clair, clair. Fait que c'est sûr que dans ce que je vais vous dire, il manque des données. Mais ce qu'on a comme dernière donnée, c'est dans la tranche d'âge entre 10 et 14 ans. 10 et 14 ans, 6 enfants se sont enlevés la vie. Entre 15 et 24 ans, 89 jeunes adultes, adolescents se sont enlevés la vie. Entre 25 et 44 ans, ça c'est ma tranche, 328 personnes se sont enlevées la vie. Entre 45 et 64 ans, juste avant la retraite, 523 personnes se sont enlevées la vie. Et 65 ans et plus, 182 personnes se sont enlevées la vie. C'est sûr qu'il manque des données. OK? Les personnes qui s'enlèvent la vie ne veulent plus souffrir.
C'est pas qu'ils veulent plus vivre. Ils veulent juste plus souffrir. Ça, c'est important de bien le comprendre. Il n'y a personne qui veut arrêter de vivre. Si on avait le choix de vivre heureux, avec tous nos besoins comblés, en sécurité, bien soutenus, en santé, ça serait parfait. C'est la souffrance. Une personne qui s'enlève la vie veut arrêter la souffrance. C'est tout. Maintenant, je vais vous parler des personnes qui sont vulnérables quand ils sont en crise à peut-être monter dans une crise suicidaire. Ça ne veut pas dire que vos proches vont vivre ça. Ça veut dire vigilance. Gardez un œil dessus. Appelez-le de temps en temps, savoir comment est-ce qu'il va. Ouvrez la porte jusqu'à temps qu'il... Ah, ouais, ben il y a quelque chose que je pourrais te parler. Alléluia! OK? Ouvrez la porte jusqu'à temps que cette personne-là se sente à l'aise de vous parler. Donc, les personnes vulnérables sont les personnes souffrant d'un trouble de santé mentale, mais pas parce qu'ils ont un diagnostic en santé mentale. Ça n'a rien à voir. On peut avoir un diagnostic en santé mentale puis faire une super belle vie. La vulnérabilité est surtout en raison de la médication. C'est une problématique en santé mentale qui peut-être va te faire vivre des moments d'impulsivité ou de dépression grave, puis t'arrêtes de prendre tes médicaments. Danger. OK? Ça, c'est un facteur de vulnérabilité. Ça peut être des personnes vulnérables. Une autre chose, c'est les personnes qui souffrent d'un trouble de dépendance. Donc, alcool, drogue, jeu, dépendance affective. Comme je vous disais tantôt, t'enlèves l'objet de la dépendance, puis la personne, elle va vivre physiquement, mentalement, émotionnellement, vraiment beaucoup de souffrance. Donc, ça peut être très difficile dans ces moments-là. D'autres personnes vulnérables. Puis là, ça me fait penser Muriel, que son fils s'est enlevé la vie il y a à peu près 3 ans et demi, et sa fille s'est enlevé la vie après, un bout de temps après, mais quand même. Un autre type de personne vulnérable à envisager le suicide, c'est une personne soit qui a déjà fait une tentative par le passé, parce que maintenant, elle sait qu'est-ce qui ne marche pas. OK? Il y a une vulnérabilité de ce côté-là. On va vraiment rester très, très présent auprès des personnes qui ont fait une tentative, surtout dans la dernière année, mais quand même qui en ont déjà fait récemment. On va garder un œil là-dessus, mais aussi les personnes qui ont perdu un être cher très récemment dû au suicide. Ça se peut que ces personnes-là disent, ben lui est parti, moi aussi je vais partir. Il faut être prudent, OK? Les personnes sont en deuil, on ne réagit pas toutes de la même façon en deuil. On ne part pas en peur avec ça, là, mais on reste vigilant. Très important de rester vigilant. Et le dernier type de personnes vulnérables à considérer le suicide, c'est, je vous l'ai dit tantôt, 3 fois plus d'hommes, hein? Donc, les hommes en situation de grande vulnérabilité, notamment si cet homme-là adhère à cette croyance du rôle traditionnel masculin qui pleure pas, qui parle pas, puis qui est fort tout le temps, là. Cet homme-là, si jamais ça va pas bien pour différentes raisons, si jamais il y a des verbalisations qui vous inquiètent, on surveille, on écoute, on peut l'amener, aller chercher de l'aide aux besoins. Donc, c'est ces personnes-là, souvent, pas tout le temps, mais souvent qu'on va surveiller. Il y a aussi des moments critiques. Puis ça, c'est pas moi qui invente ça, OK? C'est qu'il y a les coronaires qui vont faire des autopsies pour des personnes décédées, mais quand c'est une question de suicide, je ne sais pas si c'est comme ça partout au monde. Vous me le direz si en France, en Europe, partout ailleurs, si c'est comme ça aussi, je ne sais pas. Mais chez nous, quand c'est une question de suicide, le coroner va faire une enquête auprès des proches pour savoir qu'est-ce qu'il vivait dans les dernières semaines. Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il vivait différentes situations, des événements, des défis, des épreuves?
Puis en faisant ces enquêtes-là, les coroners ils ont réussi à nous faire une liste non exhaustive, là, quand même, mais il y a quand même des éléments qui reviennent souvent. OK? Pour les personnes qui se sont enlevées la vie, souvent, il y avait une perte significative. Pas que vous trouvez significative, mais que la personne a trouvé significative. Un échec, une perception d'un échec qu'elle aurait vécu. Un traumatisme, un problème d'ordre légal. Je disais tantôt la garde des enfants, un divorce, des procédures en cours, des choses comme ça. Une perte d'argent. Une perte d'argent, soit peut-être par le jeu, tu sais, gambler un peu, puis il a tout misé, puis il a tout perdu, ou perte d'argent au niveau de la consommation. Des fois, quand on met ça ensemble, mais ça peut être quelque chose de, tu sais, de difficile. Il y a aussi, puis ça, il faut que je l'explique parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi, mais il y a le fait de sortir d'un centre de désintox ou de sortir d'un centre d'hébergement. C'est un moment critique parce que la personne, quand elle est en centre de désintox ou en centre d'hébergement, elle est super encadrée. Il faut qu'elle se lève à telle heure, il faut qu'elle se lave tel jour, il faut qu'elle fasse telle chose. Il y a tout le temps quelqu'un autour, il y a tout le temps un intervenant. Tu sais, c'est très, très encadré. Donc, la personne, là, peut très, très, très bien aller. Puis quand elle va sortir d'hébergement, elle va être libre pour faire ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'il y a un danger à chaque fois. Ça veut dire que on surveille. Tu sais, moi, en tant qu'intervenante, quand j'avais des personnes qui sortaient d'hébergement, ben, je les voyais la journée même. Puis là, comment ça va? Comment tu vois les choses? Puis tout de suite, en prévention. Donc ça, c'est important. En intervention, on le sait, mais je trouvais ça important quand même que vous sachiez aussi que ça peut être quelque chose à surveiller. Un autre élément, un moment critique, ça peut être un sentiment de désillusion face à un changement. Par exemple, une personne qui est vraiment très, très, très heureuse parce qu'elle a eu une promotion. C'est extraordinaire. Elle est vraiment heureuse. Puis au fil du temps, avec cette promotion-là, il y a plein de problèmes, il y a plein de responsabilités. Puis là, il y a des problèmes dans les relations au travail. Il travaille trop longtemps, plus d'argent, mais plus d'heures. Fait qu'il est payé moins qu'avant, il est stressé. Puis là, c'est une désillusion. Ça peut mener à une situation de crise. Aussi, un moment critique, les rechutes. Rechutes en lien avec la consommation, de dire je suis pas fière de moi, j'ai recommencé, je suis donc bien pourrie, je suis pas bonne, je suis pas capable, j'ai aucune volonté, je mérite même pas d'être là, puis là, ça tourne. OK? C'est vraiment un tourbillon descendant, là. Donc, la rechute, ça peut être difficile. Un événement vécu de façon honteuse, puis qu'il y ait de la honte, que ce soit légitime ou pas, c'est la personne qui se sent honteuse. Tu sais, il pourrait y avoir, par exemple, moi j'ai accompagné des personnes qui ont vécu de l'inceste. C'est pas de leur faute, là. Mais ils étaient honteuses, puis là, la consommation, puis des comportements autodestructeurs parce qu'il y avait honte d'une situation qui n'est pas de leur faute, là. Mais ça existe quand même. C'est la réalité pour cette personne-là. Donc, un événement vécu de façon honteuse, l'annonce d'un diagnostic. Il y a des personnes, ils vont se faire annoncer un cancer ou quoi que ce soit, puis ils vont penser que c'est la fin du monde, ils vont mourir, puis c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Puis il y a des gens qui vont recevoir un diagnostic de cancer, puis ils vont dire, ben, je suis encore là aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec ça, puis c'est quoi les différentes options, puis c'est quoi je peux manger, puis c'est quoi je peux bouger, puis c'est quoi je peux faire, puis vous voyez, deux situations pareilles, un diagnostic de cancer, mais des façons différentes de réagir. Il faut être vigilant quand même. Et comme je vous disais tantôt, le dernier que les coronaires ont trouvé pour les moments critiques, ben, c'est les enjeux avec la médication. Quelqu'un qui a arrêté de prendre sa médication, ça arrive quand même assez régulièrement, là. Pas régulièrement dans la vie de tous les jours, mais qu'il va avoir des effets. De dire, par exemple, ben, je dors moins bien, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai oublié que c'est parce qu'il y a 2 semaines, j'ai arrêté de prendre ma médication, puis là,
faut que je fasse le lien entre je dors moins bien, puis je prends plus mes médicaments. Au début, tu sais, quand c'est juste ça, le symptôme ou la préoccupation, puis de voir, OK, est-ce que mon médecin est au courant? Est-ce que mon équipe soignante est au courant? Est-ce que je fais ce qui est bon pour moi en ce moment ou pas? Donc, c'est de se poser la question. Ensuite de ça, j'ai envie de vous dire, si vous-même, vous êtes une personne qui vivait des difficultés en ce moment, il faut savoir que souvent, on va vous dire, reste pas seul, parle à quelqu'un. Mais je vous dirais, tu sais, il ne faut pas parler à n'importe qui. OK? Parce que n'importe qui va vous dire n'importe quoi. Puis dépendant de ce que vous avez besoin, puis où est-ce que vous êtes dans votre processus de détresse, ben, tu sais, vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment, qui sont proches, qui veulent votre bien, ont des bonnes intentions, puis c'est super enveloppant, puis ça fait du bien, puis ils veulent vous aider, hein. Ils sont là, sont présents. Est-ce qu'ils vous aident vraiment de la bonne façon ou pas? On ne sait pas, mais on sait qu'ils sont là, puis ça fait du bien, OK? D'un autre côté, on a des personnes compétentes qui ont des outils, qui ont des années d'expérience, qui ont un soutien inconditionnel. Ils vont vous entendre dire n'importe quoi, puis sont avec vous parce qu'ils sont formés pour ça. Ils sont habitués à ça, sont avec vous à 1000%. Là. Je vous dis pas qu'un est meilleur que les autres. Je vous dis les deux. Les deux. OK? De parler à votre famille, de parler à vos amis, de parler aux personnes qui vont être capables de vous écouter sans vous juger, sans vous conseiller, sans comparer avec leur propre vie, très important. Donc, trouvez la personne qui a la meilleure écoute autour de vous, parlez à cette personne-là qui est proche de vous et allez voir un intervenant, un travailleur social, un psychologue, pour avoir les deux. C'est quand même important d'avoir le soutien des proches et c'est quand même important d'avoir du soutien concret qui va vous aider à mettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de voir les choses, puis de travailler les nœuds de ce que vous avez vécu par le passé pour vous aider à mieux avancer. Les deux sont bien. Et pour les personnes qui accompagnent, qui sont proches de ces personnes-là, bien, comment on fait? Hein, je vous l'ai demandé en début de rencontre, comment on fait pour rencontrer puis vraiment aider une personne de façon vraiment aidante? Bien, la première chose, c'est que vous allez trouver un endroit calme et sécuritaire, isolé, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, tranquille, confidentiel, pour que la personne se sente en sécurité de vous parler. Ça, c'est super important. On ne fait pas ça au centre d'achat dans une allée chez Walmart, là. On fait ça, on essaie de créer un espace sécuritaire pour la personne. Ensuite de ça, le deuxième n'est pas facile. Parce que vous êtes un proche. Pour moi, comme intervenante, je peux arriver à le faire. Pour vous, comme proche, ou moi qui ferais ça avec ma soeur, mon conjoint, mon enfant, ça serait difficile. OK? Restez calme. Restez calme et ne pas embarquer dans l'émotion de l'autre. C'est pour ça, des fois, je vous dis qu'on n'est pas nécessairement la meilleure personne pour accompagner une personne qui va pas bien. On peut soutenir, mais ça prend quelqu'un vraiment qui, tu sais, qui est capable d'être là sans embarquer dans les émotions, sans évaluer la situation, de dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, ou c'est grave ou c'est pas grave. Non. Donc, le côté professionnel va aider aussi. Puis, on veut écouter la personne. Puis, pour l'aider à parler, on veut l'encourager à exprimer ce qu'elle vit, ses émotions. Pas lui dire qu'elle a raison ou qu'elle a tort, pas lui dire quoi faire, pas lui donner des solutions de ce que vous avez fait ou vous avez vu une annonce à TV ou... Non. Hey, j'ai lu un livre. Pas tout de suite. OK? La personne a besoin de parler. On veut l'aider à exprimer, à vider son sac, à dire ce qu'elle a besoin de dire. Ensuite de ça, on va accepter ce que la personne vit, même si vous ne comprenez pas,
même si vous ne l'auriez pas vu ou fait comme ça. On accepte ce que la personne vit, on ne veut pas moraliser, on ne veut pas juger, on ne veut pas tenter de persuader non plus. OK? On n'est pas là pour convaincre, on est là pour écouter. C'est pas le temps de dire la vie est belle, là. Ce sera le temps à un moment donné, peut-être, mais pas là. On veut que la personne puisse s'exprimer et nous parler. On veut être prudent aussi de ne pas prendre la personne en pitié. Elle n'a vraiment pas besoin de ça en plus, là. OK? Pas de pitié devant cette personne-là, de dire « Ah, pauvre toi ». Non, 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 ça aide pas. OK? Pas de pitié et accueillir la souffrance dans le respect. Je vois que tu as vraiment mal en ce moment. Ça fait du bien. Quelqu'un l'a vu. Je ne suis pas toute seule avec ma douleur. Wow. OK. Respecter les silences. Ça se peut qu'une personne qui vit des émotions, vous savez, dans le cerveau, là, le spot des émotions puis le spot des mots, il n'est pas à la même place. Donc, des fois, quelqu'un va dire, oui, mais comment tu te sens? J'ai pas de mots. Tu sais, des fois, tu vas dire, tu as de la peine, tu as une tristesse, mais c'est même pas un quinzième de l'intensité de l'émotion qui est contenue dans le mot tristesse. Tu sais, des fois, là, c'est dur de trouver un mot, des fois. Donc, ça se peut qu'une personne qui va pas bien, qui est stressée, qui est en crise ou qui est en détresse, qu'elle cherche ses mots. Puis peut-être qu'elle a besoin d'un moment de silence pour le trouver. Puis peut-être qu'elle ne trouvera pas son mot, mais que ça lui fait du bien d'être dans le silence avec vous, en présence. Juste d'être là. Juste d'être présent. Puis que la personne ne soit pas seule dans ses émotions, même si elle n'est pas capable de les nommer. C'est déjà beaucoup. Et laisser à la personne le temps de déballer ce qu'elle a besoin de déballer. Puis vous allez voir, des fois, là, ça, c'est vraiment spécial. Puis souvent, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu le plaisir ou le privilège de vivre ce moment-là parce que vous allez trop vite donner des solutions. OK? Mais si vous résistez à cet instinct-là, cet élan-là de vouloir sauver la personne, lui dire quoi faire, lui parler de vous. Moi, j'ai déjà vécu ça. Mon beau-frère il a déjà vécu ça. J'ai vu une formation sur Facebook. J'ai lu un livre. Si vous résistez à la tentation de rentrer dans les solutions, vous allez voir qu'au fil du temps, peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais au fil du temps que la personne va vous parler, à un moment donné, elle va trouver ses propres solutions. Elle va avoir des idées. Ça va faire comme des pop-up pendant qu'elle parle. Vous n'êtes pas obligé de lui dire quoi faire. On pense que oui, mais pas tant que ça. Donc, si la personne a besoin de parler, on va l'écouter. Puis, cette personne-là va trouver probablement des solutions qui lui ressemblent à elle. Et si la personne ne trouve pas de solution, puis vous êtes inquiète, vous êtes de plus en plus inquiète, puis vous dites, non, là, ça va vraiment pas bien, tourne en rond, dans le négatif, puis il y a vraiment des verbalisations qui me font peur, que j'aime pas. Prenez pas ça sur vos épaules, là. Vous allez accompagner la personne vers, comme je disais tantôt, un professionnel, un intervenant, un travailleur social, un psychologue, pour pouvoir l'aider. OK? Même si c'est votre enfant, même si vous avez un cœur de maman. Des fois, vous n'êtes pas la personne qui va vraiment pouvoir concrètement aider la personne à défaire ses nœuds puis à trouver le pourquoi qu'elle se sent comme ça, puis comment le changer dans sa vie. Des fois, ça prend un suivi plus professionnel, puis c'est correct. Ça vous enlève rien. C'est juste la bonne personne au bon endroit pour la bonne chose à faire. Donc ça, c'est important. Puis il faut savoir aussi, quand vous accompagnez une personne, il faut avoir des attentes réalistes. OK? Vous avez ouvert la porte, ouvert la porte, ouvert la porte. Puis à un moment donné, oh, OK, elle commence à me parler, elle me dit comment est-ce qu'elle se sent. Oui, il se passe quelque chose, là. OK? Vos attentes.
Soyez vigilants devant vos attentes. Les attentes réalistes, là, c'est que vous allez permettre à la personne de s'exprimer sur ce qu'elle vit à ce moment-là. Ça, c'est très réaliste. De dire, OK, là, je m'attends à y donner de la place, créer un espace sécuritaire pour qu'elle puisse parler. Très réaliste. Permettre à la personne d'être valorisée parce que vous lui montrez qu'elle n'est pas invisible. Vous êtes capable de recevoir ce qu'elle vous dit. Puis de le regarder avec elle. Elle n'est pas invisible. Ça fait du bien. Une autre attente réaliste, de permettre de reconnaître et de respecter la souffrance de cette personne-là. Je vis pas la même souffrance que toi, mais je vois que tu souffres, puis je suis avec toi. Je suis avec toi. Je sais que c'est pas facile, puis je sais que tu souffres en ce moment. OK? Une autre attente réaliste, c'est d'apporter du soutien, d'être là, de juste être là, d'être présent, d'accueillir la personne quand elle va pas bien. OK? Ça, c'est très réaliste, puis c'est très, très aidant. Et vous pouvez aussi, de façon réaliste, encourager et peut-être même accompagner la personne à aller chercher de l'aide, d'avoir des références que je vais vous donner à la fin de la rencontre, par exemple. Donc, ça, c'est très réaliste. Des attentes qui sont non réalistes, puis que les gens ont souvent, parce que moi, j'accompagne beaucoup, beaucoup de proches aidants aussi. Moi, j'ai les deux côtés, là. J'ai les personnes en détresse, mais aussi les personnes proches. Et ce que je vois le plus souvent dans les attentes irréalistes, c'est que les personnes proches vont dire, ben là, je l'ai écouté, là, puis il allait pas mieux à la fin. Tu sais, il souriait pas, puis il riait pas, puis j'aurais voulu qu'il aille mieux à la fin de notre échange. On contrôle pas ça. On fait du mieux qu'on peut, on donne le meilleur de nous-mêmes, on écoute, on aide la personne à s'exprimer, puis ça va prendre le temps, le cheminement qu'il faut pour qu'elle puisse passer à travers ce moment-là. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que ça se termine toujours super bien, ces rencontres-là. Faut pas non plus penser que j'ai écouté la personne pendant 3 heures de temps jusqu'à minuit un jour, puis ben là, je m'attendais à ce que ça débloque, là. Tu sais, je m'attendais à ce que ça s'arrange, là. On a parlé de plein de solutions, mais non, on n'est pas dans les solutions. La personne n'a pas fini de déballer. Ça se peut que des situations très, très difficiles pour la personne, selon son vécu à elle, que ça prenne du temps avant que ça aille mieux. Ça se peut, ça. On y va en étapes, on y va un pas à la fois. On n'arrête pas de le dire ici. C'est un pas à la fois dans la direction de ce qu'on aimerait vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est parfait tout de suite. Et une autre attente irréaliste, c'est de s'attendre à avoir au moins une amélioration rapidement. Tu sais, de dire, ben là, je l'ai écouté ou il a vu un psychologue 3 fois, il me semble qu'il devrait aller mieux que ça. Wow. C'est. Pensez-vous qu'une personne est en détresse a besoin de pression comme ça? De dire, mais là, je pensais que ça irait mieux rendu à maintenant. Hey là, on rajoute la pression, c'est pas mieux là. On prend la personne telle qu'elle est au moment où est-ce qu'elle est à ce moment-là. Tu sais, c'est un peu comme on parlait cette semaine, il y a des personnes qui vont dire, ah, tu sais, un deuil, là, un deuil, ça prend 1 an. Ou un deuil, un gros deuil, là, ça prend 3 ans. Oui. Moi, j'accompagne des personnes en deuil depuis des années. Puis un deuil déjà, c'est pas facile. Puis un deuil traumatique, quand c'est un suicide, un meurtre, tu sais, un homicide, un accident, une maladie, une mort foudroyante, une crise de cœur, là, que tu pouvais pas te préparer, voir que ça va prendre 3 ans. C'est quoi 1 an? Qui a décidé 1 an? Qui a décidé 3 ans? Moi, ce que je vous dis toujours, c'est qu'un deuil, ça prend le temps que ça prend. Il n'y a pas deux relations pareilles. Il n'y a pas deux personnes qui vivent de la même façon. Comment je peux faire pour dire que ça va prendre tant de temps? Ça va prendre le temps que ça prend et de passer à travers un moment difficile, ça va prendre le temps que ça prend aussi. C'est important de ne pas se mettre de pression avec ça. Puis il ne faut pas penser qu'une personne qui a qui est vraiment en détresse puis qui va pas bien, qu'elle va se mettre à faire des affirmations positives tout de suite à tous les jours puis qu'elle va changer sa vie puis que non, c'est
On appelle ça un cheminement. On appelle ça une épreuve. Ça prend du temps. Puis la meilleure chose qu'on peut faire pour accompagner, soutenir ces personnes-là, c'est d'être présent le temps qu'il faut. Puis j'ai envie de vous dire en même temps que c'est important de respecter vos limites. Si vous n'êtes plus capable, là, ça vous fait trop mal. Vous n'êtes plus capable d'en entendre parler. Vous avez le droit de dire, écoute, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour t'écouter à ce sujet-là en ce moment. C'est vraiment difficile pour moi d'entendre ça. Je t'aime de tout mon cœur. Puis viens, on va aller ensemble. On va aller voir quelqu'un, une référence. Je vais y aller avec toi. Vous avez le droit. La personne qui a besoin d'aide a besoin d'aide. Ça peut être de vous, ça peut être de quelqu'un d'autre. C'est pas obligé d'être vous tout le temps. J'accompagne des proches aidants, moi, que, tu sais, surtout quand c'est mettons, un couple plus âgé, puis il y a une des deux personnes qui est malade. Puis c'est sûr que quand on parle de proches aidants, ben, on veut que ce soit nos proches. On aime nos proches. Puis ma personne préférée pour prendre soin de moi ou pour m'accompagner ou pour m'aider, ben c'est toi. Mais c'est pas parce que je suis ta personne préférée que je suis la bonne personne. Fait que des fois, il faut dire non, il faut mettre nos limites et amener la personne à consulter quelqu'un d'autre. OK? Très, très, très important. Parce que, si vous n'êtes pas déjà convaincu, là, je veux vous dire que si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas vos limites, puis vous donnez, vous vous épuisez, vous mettez tout votre temps, votre énergie pour aider cette personne-là, il va venir un temps, éventuellement, que vous allez minimaliser et banaliser la situation. C'est là que des fois, on a des personnes qui vont dire « Je t'ai écœuré, je vais m'enlever la vie », puis ils vont dire « Ah, tu me dis ça 100 fois ». Puis on ne te prendra pas au sérieux. Parce que on minimise, on banalise, on a trop donné, on était trop présent, on est allé au-delà de nos limites, puis là, on n'est plus capable, fait que non, je crois pas ça. Puis des fois, c'est vrai. Donc, il faut être prudent, il faut mettre nos limites pour ne pas rentrer là-dedans. Puis, tu sais, si, par exemple, vous arrivez dans une situation où est-ce que vous vous sentez un peu comme le sauveur de cette personne-là, ben, tu sais, quand on est un sauveur, on entretient une victime. Parce que pour être sauveur, il faut que j'aille quelqu'un à sauver. Ça me prend une victime. Puis je sais que vous ne voulez pas entretenir des victimes, là. Vous voulez que votre être aimé puisse s'épanouir, puis être heureux, puis être bien. Mais c'est pas en jouant au sauveur que vous allez l'aider à faire ça. C'est pour ça que c'est tellement précieux. Je vous disais les deux. Quand une personne va pas bien, est en détresse, le soutien, le suivi psychologique est vraiment, vraiment important. C'est en plus que votre soutien affectif à vous. OK? Puis il ne faut pas vous épuiser avec ça. Si vous êtes deux épuisés, c'est pas mieux, là. OK? Muriel disait hier, je peux pas donner de l'eau à quelqu'un si mon verre est vide. Hein? Donc, il faudrait arriver à continuer à avoir espoir pour la personne aussi. Tu sais, d'avoir assez de recul, puis d'être capable de dire non pour dire, ben, je pense qu'éventuellement, il va être capable de trouver une solution ou il va trouver un intervenant avec qui ça va cliquer, puis ça va marcher, puis de garder cet espoir-là pour que la personne aussi puisse avoir espoir. Des fois, quand ça va bien, notre espoir est rattaché après l'espoir d'un autre. Hein? Quand on a de la misère nous-mêmes, on va s'accrocher après l'espoir de quelqu'un autour de nous, puis c'est correct. Il faut s'accrocher à quelque chose. OK? Donc, pour ne pas se sentir isolé, pour ne pas s'épuiser, OK? Ça va être important de ne pas rester seul. Donc, vous-même, ceux qui sont les proches d'une personne en détresse, vous pouvez avoir de l'aide. Moi, là, si vous saviez le nombre de personnes qui vont m'écrire par Messenger ou qui vont m'appeler au téléphone puis ils vont dire, écoute, je t'appelle pour mon fils.
mon fils, il va vraiment pas bien, il a vraiment besoin d'aide parce qu'il vit telle chose. Puis tu sais, c'est vraiment difficile, puis on sait plus trop quoi faire avec, puis tu sais, on veut l'aider, mais on n'a plus de ressources, on sait pas quoi faire. La personne, elle m'appelle pour son fils. Premièrement, son fils a besoin d'être volontaire, il a besoin de vouloir travailler là-dessus pour qu'on puisse avancer à quelque chose ensemble. Mais moi, j'ai pas le fils au téléphone, là. J'ai la mère ou le père. Puis souvent, ça se transforme en vous êtes épuisé, vous savez plus quoi faire, je peux vous aider, vous, à accompagner votre fils. Puis c'est comme si les proches, on oublie que nous autres aussi, on a de la misère là-dedans, là. Puis c'est correct, c'est légitime. Puis ça nous fait plaisir, en quelque part, parce qu'on aime la personne, on veut l'aider, mais on a besoin de soutien, c'est correct. C'est juste qu'on y pense pas. Donc, vous pouvez demander de l'aide pour vous-même. C'est pas égoïste, là. C'est pas parce que, selon votre perception à vous, c'est pire pour lui. Voir que lui, il vit ça, puis c'est moi qui irai de l'aide. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y en aura plus tard, lui. Mais si vous en avez besoin, ça compte aussi. Tu sais, la comparaison, je vous disais tantôt. Donc, vraiment, de demander de l'aide pour vous-même et de ne pas hésiter à référer la personne aimée aux organismes, aux intervenants, aux professionnels autour de vous. En étant prudent. En étant prudent, je le mentionne souvent aussi parce qu'il y a beaucoup d'improvisation ces temps-ci, de personnes qui sont très bien intentionnées, qui ont beaucoup de bienveillance, qui aiment ça. Et, tu sais, j'ai une bonne écoute, mais c'est pas assez. C'est pas des années d'expérience, c'est pas des études approfondies, c'est pas, tu sais, c'est pas un 2 semaines, 2 semaines intensif dans un cours de quelque chose qui va faire de toi une personne qui peut accompagner une personne en détresse. Ça enlève rien à, à l'importance d'avoir des personnes bienveillantes dans nos communautés, là. C'est clair, c'est sûr, ça fait partie du, comment je dirais, du filet de sécurité sociale. Mais je vous dis que faut bien, faut bien choisir la personne à qui on va choisir de se confier. C'est très important. Donc, vous allez avoir de l'aide, vous allez choisir la bonne personne. Vous allez peut-être encourager la personne qui va pas bien à trouver la bonne personne, puis à demander de l'aide aussi. Puis de prévoir du temps pour vous-même, de faire des choses qui vous font du bien. Je parle souvent d'harmonie, d'équilibre, hein, de dire si vous donnez beaucoup, beaucoup à quelqu'un qui va pas bien, ben, il faut donner au moins autant à vous-même. OK? Pour rester en équilibre, pour rester en, ancré dans votre propre vie, pour rester stable dans votre vie. Si quelqu'un va pas bien, vous n'êtes pas cette personne-là. Donc, je peux prendre soin de moi pour encore mieux ou plus longtemps prendre soin de l'autre. Comme vous voulez, trouvez-vous une raison qui fait du sens pour vous, là. Mais de prendre soin de vous, c'est vraiment hyper important quand on est dans une situation avec une personne qui est en détresse. Puis ce qu'on veut faire aussi pour vous-même, mais aussi pour les personnes qui vont pas bien en ce moment, comment on fait? Comment on fait pour choisir la vie? OK? Je me suis fait poser la question cette semaine avec les vidéos qu'on a faites hier et avant-hier avec Sophie et Muriel. Il y a des gens qui m'ont écrit puis qui m'ont dit, oui, mais comment on fait pour choisir la vie? Puis je vous ai sorti quelques éléments de réflexion que vous allez pouvoir peut-être méditer là-dessus, voir qu'est-ce que ça vous dit. Puis si vous en voyez d'autres, vous pouvez les ajouter en commentaire. Voici ce que moi j'ai trouvé pour choisir la vie. C'est important de trouver un sens, premièrement. C'est quoi? Quel sens ça a pour vous d'être en vie? OK? C'est quoi votre raison d'être sur la Terre en ce moment-là? Ça, c'est la base. Il faut que ça fasse du sens. Avec les joies, avec les peines, avec les épreuves, les défis, les victoires, puis les succès, tout ça, la pire chose, la plus horrible qui peut vous arriver, puis la plus merveilleuse chose qui peut vous arriver, il faut que ça fasse du sens. C'est quoi le sens que vous donnez à votre vie?
Ça, c'est un pensez-y bien, mais ça peut vraiment nous aider à nous accrocher puis nous ancrer fermement dans la vie. Autre chose, c'est votre contribution. Qu'est-ce que ça donne que je suis là? Qu'est-ce que j'ai, moi, d'unique, de spécial, parce qu'on est tous uniques, puis qui fait que, tu sais, c'est bon que je sois là sur la Terre en ce moment avec les personnes autour de moi. J'apporte quelque chose. Qu'est-ce que j'apporte? À ma façon, à ma couleur, avec ma saveur. C'est quoi votre contribution? Puis comme Sophie parlait, c'est quoi votre passion? Votre passion. Hey, la passion. Quand vous faites quelque chose là, qui vous passionne, ça éveille la vie. Là, vous êtes ancré dans la vie. Là. J'adore ça. Je ferais ça tout le temps. Ben, faites-en plus de ça. OK? Puis si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez explorer puis découvrir. Vous pouvez dire, moi, je ne sais pas c'est quoi ma passion. Fait que je vais prendre un cours de cuisine, je vais prendre un cours d'ébénisterie, je vais visiter un fleuriste, puis je vais aller au magasin puis je vais jouer de la guitare. Même si j'ai jamais fait ça, je vais voir s'il y a quelque chose qui m'allume là-dedans. Jusqu'à temps qu'on trouve c'est quoi notre passion. Puis après ça, on en fait plus de ça pour créer cet équilibre-là dans notre vie, de s'accrocher à la vie. Qu'est-ce qui fait vous sentir vivant? Danser un tango dans la cuisine, manger des nachos épicés, je sais pas moi. Qu'est-ce qui vous fait sentir là? Waouh, je suis tellement contente d'être en vie aujourd'hui. Ah, waouh, gratitude. Ça, c'est des choses qui vont aider. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? De penser aussi à vos relations saines. OK? De dire, j'ai des gens autour de moi que j'aime et qui m'aiment autant et qui m'aiment bien et que c'est sain pour moi et qui, tu sais, c'est réciproque, c'est bienveillant, c'est sincère, puis de vraiment mettre beaucoup d'emphase sur ces relations-là, ça va aider à vous accrocher à ces relations-là et à la vie. Puis en même temps, de regarder aussi vos choix. De dire c'est quoi mes choix, puis il n'y a jamais de choix parfait parce que vous savez, si on a un choix, on a deux choses. Puis si je choisis ça, ben j'ai renoncé à l'autre. Il va toujours y avoir un renoncement. Puis de voir, par exemple, que même si je renonce à quelque chose, j'ai quand même le choix. Vous allez regarder aussi vos croyances. Il y a des gens qui vont dire, comme Muriel, elle nous disait que elle croit vraiment aux familles d'âmes, puis qu'on est ici avec les personnes avec qui on doit être, puis qu'on vit les choses qu'on doit vivre pour pouvoir cheminer, tout ça. C'est sa croyance à elle, et c'est sa croyance qui fait que c'est pas plus facile, mais c'est moins difficile de vivre certaines choses à cause de cette croyance-là qu'elle, elle a pas de preuves, on ne sait pas. Puis on n'a aucune idée, là. On ne peut pas vraiment argumenter sur le fait, mais c'est votre croyance qui vous aide. Donc, trouvez ces croyances-là qui vont vous aider. Trouvez votre espoir. Votre espoir, ça vous raccroche à la vie. Même si ça va pas bien aujourd'hui, même si ça va pas bien cette année, même si je me souviens plus la dernière fois ça a bien été, je sais que ça se peut que ça aille bien plus tard. 50-50 des chances, là. Donc, de garder cet espoir-là vivant. Et un élément que j'aime beaucoup, puis que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que des fois, quand ça va pas bien nous-mêmes, ou quand on est fatigué, on est stressé, on est épuisé, on va pas bien nous-mêmes, une des choses qu'on peut faire pour s'apaiser puis s'aider nous-mêmes, c'est de donner à quelqu'un d'autre. J'enlève mon focus d'ici, puis je dis, OK, je regarde autour de moi, qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un aujourd'hui, là? Ça va me changer les idées, ça va me faire du bien. Je vais donner, je vais sentir ma contribution, je vais sentir ma valeur, je vais sentir que j'ai quelque chose à offrir ici, puis ça va me raccrocher à la vie. Donc, le don de soi, c'est quelque chose qui peut vraiment aider beaucoup. Puis des fois, les gens vont dire, je suis tellement épuisée, je suis même pas capable de m'aider moi-même. Comment tu veux que j'aille aider quelqu'un d'autre? Ça, c'est votre résistance qui parle. Essayez. Essayez. Moi, j'ai vu tellement de personnes passer à travers des épreuves épouvantables puis de faire du bénévolat toutes les semaines pareil. Puis c'est ça qui les tenait, là. Je suis encore capable d'aider.
je suis encore capable de contribuer, je suis encore capable de sourire à des gens, même si je ne suis pas capable de sourire à ma propre vie. Ça, c'est fort, là. Donc, le don de soi, ça peut aider. Puis, comme je vous disais dans la description de la vidéo, je sais que j'avais dit que ça durerait 1 heure, c'est un peu plus. Je vous ai dit que ça prendrait le temps que ça prendrait parce que je veux faire le tour avec vous. Je trouve ça important qu'on parle de ça. Et j'ai envie de terminer, en tout cas, conclusion longue un peu, de vous dire que si jamais il y a des éléments que vous voulez approfondir, OK, il y a quand même, si vous allez sur mon site web vivreacoupdecoeur.ca, il y a mon e-book que vous pouvez télécharger ou imprimer papier si vous aimez mieux lire en papier, gratuitement. Il y a un lien qui s'appelle Cadeau. Ça s'appelle Ma trousse de secours. C'est vraiment, vraiment bien. C'est un exercice, un outil que vous allez utiliser maintenant quand ça va relativement bien pour prévenir dans les moments où est-ce que ça va moins bien. C'est en lien direct avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vous disais pendant la rencontre que c'est important de connaître les ressources pour pouvoir référer les personnes autour de vous qui ne vont pas bien, mais aussi pour vous-même, pour vous aider vous-même. OK? Donc, pour les proches et les personnes en détresse, comme je vous disais tantôt, je n'ai pas les organismes et les endroits pour partout au monde. Je vous donne ça au Québec. Pour les personnes qui sont ailleurs, je vous invite à faire une recherche pour pouvoir les trouver. Donc, moi, ici, je ne vous donnerai pas un bottin au complet, hein, parce que quand on ne va pas bien, on ne veut pas un bottin, on veut que ce soit simple. Donc, je vous réfère très simplement à l'Association québécoise de la prévention du suicide, aqps.info, le site web, et le numéro de téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 1-866-APPEL. Je vous invite aussi à aller dans Google et chercher le centre d'écoute téléphonique du Québec le plus proche de chez vous. Donc, c'est des personnes formées en écoute, qui savent comment écouter, qui vont pouvoir vous accueillir et vous accompagner dans les moments difficiles au téléphone ou en personne quand la pandémie va être terminée. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, la santé mentale, le bien-être, bien vraiment, j'ai mis dans la description de la vidéo tous les endroits où est-ce que vous pouvez me suivre. Donc, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, 2 groupes, une page, il y a plein d'endroits, mon site web. En tant qu'intervenante sociale depuis 25 ans en santé mentale, mais j'ai vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de réflexions, de partage avec vous. Donc ça peut vous donner déjà des outils. Et si jamais il y a une urgence, tu sais, je vous parlais du processus de détresse tantôt, quelqu'un qui est en crise totale, là, 911. 911, hôpital, urgence. À l'hôpital, il y a tous les professionnels qui sont là, qui vont pouvoir aider la personne. Ce qu'on veut, c'est que la personne reste en vie. OK? Parce que quand on est en souffrance puis on est en détresse, on ne réfléchit plus. Les émotions prennent toute la place. On veut aider la personne à apaiser ces émotions-là puis à vraiment voir plus clairement sa vie. Parce que quand on est dans l'émotion puis qu'on est impulsif, des fois, c'est un cocktail dangereux. Donc, on veut apaiser les émotions. On veut aider la personne à voir les choses autrement, à voir s'il n'y a pas d'autres solutions, puis de vraiment explorer ça avec elle pour voir si on peut la raccrocher à la vie. Donc, pour moi, je pense que on a fait une belle introduction et plus sur le sujet. J'ai vraiment voulu vous donner le plus de valeur possible pour pouvoir vous aider, vous soutenir dans cette situation-là. Si jamais vous avez des questions de plus, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, hein, parce que des fois, peut-être vous avez la même question que quelqu'un d'autre qui n'ose pas la poser. Donc, le fait d'avoir des questions et réponses dans les commentaires, ça peut vraiment aider les personnes en plus de la vidéo. Donc, je vous invite vraiment à échanger dans les commentaires. Moi, je suis très, très, très présente sur mes réseaux sociaux, donc je vais aussi échanger avec vous. Je vais pouvoir vous aider là-dessus. Je vous invite à partager la vidéo. Je vous remercie vraiment, vraiment d'avoir été là. La semaine de la prévention du suicide se termine samedi, donc on n'a pas fini d'en parler.
C'est important de briser les tabous, briser le silence, ouvrir la discussion. Je fais ma part, je fais mon petit bout, je trouve ça important. Et je vous remercie d'avoir été là pour faire votre petit bout vous aussi. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.